La lettre 80 des lettres persanes que nous allons étudier fait suite à une lettre signée de l'eunuque noir à destination d'Uzbek où il donne des nouvelles du sérail. Il annonce l'achat d'une nouvelle femme, rapportant ainsi le traitement humiliant qu'il dut lui infliger pour la choisir. Alors c'est une lettre qui d'apparence pourrait paraître en opposition avec celle qui va suivre, et pourtant elle pose la question de l'autorité et prépare donc le propos de la lettre que nous allons commenter. Car en fait, le gouvernement absolu qui règne au sein du sérail s'impose comme en totale opposition avec les principes politiques qu'Uzbek va développer ici. En effet, dans cette lettre d'Uzbek à Redi, Montesquieu entreprend une véritable réflexion sur la nature du pouvoir. Il poursuit ainsi le débat entamé par l'apologue des troglodytes et développe son idée d'une politique naturelle. On voit qu'Uzbek prend, comme dans la plupart de ses lettres, des accents de philosophe. Et le filtre de l'œil neuf s'estompe de plus en plus pour laisser entendre plus directement les idées de Montesquieu sur le pouvoir et la justice. La lettre, qui est résolument argumentative, repose ainsi sur le registre didactique. Le but d'Uzbek est bel et bien de convaincre Redi, qui est à Venise, de la nécessité d'un gouvernement reposant sur la raison. Je vais donc procéder à la lecture de cette lettre 80. Depuis que je suis en Europe, mon cher Redi, j'ai vu bien des gouvernements. Ce n'est pas comme en Asie où les règles de la politique se trouvent partout les mêmes. J'ai souvent pensé en moi-même pour savoir quel était de tous les gouvernements le plus conforme à la raison. Et il m'a semblé que le plus parfait est celui qui va à son but à moins de frais. De sorte que celui qui conduit les hommes de la manière qui convient le plus à leur penchant et à leur inclination est le plus parfait. Si, dans un gouvernement doux, le peuple est aussi soumis que dans un gouvernement sévère, le premier est préférable, puisqu'il est plus conforme à la raison et que la sévérité est un motif étranger. Compte, mon cher Eddy, que dans un État, les peines plus ou moins cruelles ne font pas que l'on obéisse plus ou moins. Dans les pays où les châtiments sont modérés, on les craint comme dans ceux où ils sont tyranniques et affreux. Soit que le gouvernement soit doux, soit qu'il soit cruel, on punit toujours par degrés. On inflige un châtiment plus ou moins grand à un crime plus ou moins grand. L'imagination se plie d'elle-même aux mœurs du pays où l'on vit. 8 jours de prison ou une légère amende frappent autant l'esprit d'un Européen, nourri dans un pays de douceur, que la perte d'un bras intimide un Asiatique. Ils attachent un certain degré de crainte à un certain degré de peine, et chacun la partage à sa façon. Le désespoir de la famille vient désoler un Français condamné à une peine qui n'ôterait pas un quart d'heure de sommeil à un Turc. D'ailleurs, je ne vois pas que la police, la justice et l'équité soient mieux observées en Turquie, en Perse, chez les Moghols, que dans les républiques de Hollande, de Venise et dans l'Angleterre même. Je ne vois pas qu'on y commette moins de crimes et que les hommes, intimidés par la grandeur des châtiments, y soient plus soumis aux lois. Alors, pour mener notre étude de ce texte, nous pouvons poser la problématique suivante. Comment cette lettre argumentative permet-elle de convaincre son lecteur de la nécessité d'un gouvernement reposant sur la raison ? Alors, commençons la lecture linéaire de cette lettre. Alors, le texte s'ouvre sur un premier mouvement où Uzbek pose sa thèse en faveur d'un pouvoir naturel. Cela va de la ligne 1 à 6. Ce sont les 2 premiers paragraphes. Uzbek donc commence par exposer sa thèse. À partir de l'observation des différentes règles politiques qui règnent en Occident, il est en mesure de mener une réflexion personnelle sur la meilleure façon de gouverner. Le premier paragraphe, avec le complément circonstanciel de temps « depuis que je suis en Europe », opère un
rappel de la situation d'énonciation et permet de contextualiser le fruit de sa réflexion. C'est parce qu'il a pu observer des gouvernements différents qu'il peut prendre du recul par rapport à ceux qui règnent en Asie et en proposer un autre modèle. La comparaison, comme en Asie, participe de la même stratégie qui revient à celle de l'œil neuf. Uzbek, qui n'a connu qu'un modèle unique jusqu'à présent, s'est rendu compte qu'il y avait d'autres règles politiques possibles. Montesquieu est prudent et il met dans la plume de son personnage des verbes de pensée tels que « penser en moi-même » et le verbe « sembler » à valeur de modélisateur, afin de souligner le fait que ces propos qu'il s'apprête à tenir relèvent d'une subjectivité qui lui est propre. Montesquieu et son personnage prennent des précautions pour ne pas rendre le propos trop définitif, trop péremptoire. Il résulte, somme toute, d'un raisonnement qui serait uniquement personnel. Avec le complément circonstanciel de but, pour savoir quel était de tous les gouvernements le plus conforme de la raison, eh bien, il définit clairement le cadre de sa réflexion. Il s'agit pour le persan de trouver le gouvernement le plus rationnel, celui qui soit en adéquation avec le règne de la raison, ce qui rejoint, somme toute, la réflexion des Lumières sur le despote éclairé. En effet, les Lumières ont cette idée qu'il faut gouverner par la puissance de la raison. L'adjectif conforme est important, car il exprime le fait qu'il s'agit d'adapter le gouvernement à la nature humaine. L'expression superlative le plus parfait, qui revient en début et en fin de mouvement, qu'on retrouve aussi modulé sous la forme de la manière qui convient le plus, apparaît comme une sorte de pléonasme, car l'adjectif parfait ne peut connaître logiquement aucun superlatif. C'est ce qu'on appelle un adjectif absolu. Toujours est-il qu'elle place cette expression superlative d'entrée de jeu la thèse d'Uzbek du côté de l'idéal. Il prend de la distance par rapport à la réalité qu'il connaît ou qu'il a pu voir afin de se permettre les conditions d'une réflexion. Pour évoquer le gouvernement parfait, il utilise une litote. Il parle d'un gouvernement à moins de frais. Et Montesquieu se prononce en faveur d'un État qui intervienne le moins possible dans la vie de son peuple. Il doit, au contraire, au maximum, épouser les formes de sa nature. C'est ce qui induit la proposition consécutive de sorte celui qui conduit les hommes de la manière qui convient le plus à leur penchant et à leur inclination est le plus parfait. La conséquence d'un moindre pouvoir est de respecter au mieux la nature des hommes. Montesquieu prend donc le parti d'une manière douce pour conduire les hommes, pour reprendre ses propres termes. Alors le deuxième mouvement permet d'avancer un premier argument. Il va de la ligne 7 à 11 et concerne le troisième et quatrième paragraphes. Alors donc Uzbek pose un premier argument selon lequel le peuple respecte naturellement les lois d'un gouvernement, si bien que la sévérité du pouvoir ne fait absolument rien à son obéissance. Alors, il entame une hypothèse qui viserait à choisir entre deux systèmes de gouvernement opposés. Comme le montre la conjonction de coordination si. Si dans un gouvernement doux, le peuple est aussi soumis que dans le gouvernement sévère, le premier est préférable. Alors on retrouve bien sûr une antithèse des deux adjectifs doux et sévère qui permet de marquer les termes de cette comparaison, mais ils sont neutralisés par le comparatif d'égalité aussi soumis qui établit un effet identique, quelle que soit la pression exercée. C'est-à-dire que le gouvernement soit doux ou sévère, eh bien,
quoi qu'il arrive, la loi est respectée, et par conséquent, il est préférable de choisir un gouvernement rationnel. Donc, de l'hypothèse, Uzbek déduit qu'il est préférable d'opter pour un gouvernement doux. Il fait suivre sa conclusion d'une double juxtaposition avec les propositions causales qui suivent. Puisqu'il est plus conforme à la raison et que la sévérité est un motif étranger. Donc, il reprend l'expression posée plus haut en axiome et explique que la sévérité est à repousser dans la mesure où elle contrarie la nature humaine, parce qu'elle impose, elle apparaît comme un motif étranger. C'est-à-dire que la sévérité est une couche inutile, un corps étranger qu'on veut inoculer au sujet. Dans le quatrième, l'impératif « compte que » et l'apostrophe « mon cher ami » permet de faire participer le lecteur à sa démonstration. Il l'amène à se ranger à sa conclusion selon laquelle les peines plus ou moins cruelles ne font pas que l'on obéisse plus aux lois. On remarque alors le passage au présent de vérité générale, soulignant ainsi qu'Uzbek quitte le cadre du particulier pour entrer dans celui du général. Le montrent aussi les expressions de type généralisante comme un État, les pays, ou même le pronom personnel indéfini « on » où sa subjectivité s'efface. Alors, pour mettre en évidence l'absence de corrélation entre la sévérité de l'État et ses lois, Montesquieu joue sur une antithèse. Il oppose d'une part les pays où les châtiments sont modérés, qui est une forme de litote, étant donné que, sous-entendu, il y a quand même des châtiments. Et il oppose donc ces pays où les châtiments sont modérés aux États tyranniques et affreux. Cette fois, des adjectifs de type dépréciatif. La comparaison « on les craint comme » participe à la neutralisation de cette opposition apparente. Le résultat est proprement le même. Les lois sont respectées de façon identique, que les châtiments soient doux ou affreux. Sa démonstration se poursuit dans un troisième mouvement, qui s'étend des lignes 12 à 18. C'est ainsi le paragraphe le plus important, le 5e. Uzbek pose un deuxième argument qui permet encore de prendre du recul par rapport à cette opposition binaire entre doux et sévère. Les lois sont relatives aux pays et aux mœurs qui y règnent, selon Montesquieu. Chaque peuple s'adapte aux règles selon le degré qui lui correspond. Alors c'est un principe qu'il développe également dans De l'esprit des lois et aussi dans la digression sur le dépeuplement dans les lettres persanes. En somme, ce qu'il veut dire, c'est que chaque peuple, selon des critères qui lui sont propres, c'est-à-dire son climat notamment, eh bien chaque peuple a besoin d'un gouvernement qui corresponde à sa nature. Alors donc, Uzbek poursuit sa démonstration au présent de vérité générale. On remarque, on punit toujours, on inflige. D'ailleurs, l'adverbe toujours souligne encore une fois la valeur de vérité. Mais il commence donc par deux propositions hypothétiques. Soit que le gouvernement soit doux, soit qu'il soit cruel. Et les deux s'avèrent réunis en une même proposition principale. On punit toujours par degré. Là encore, l'hypothèse se trouve neutralisée. Syntaxiquement, c'est intéressant de voir que cette phrase est développée par une proposition juxtaposée, annoncée par un double point. Eh bien, ces doubles points introduisent en fait un lien de conséquence pour déduire la règle selon laquelle, je cite, « on inflige un châtiment plus ou moins grand à un crime plus ou moins grand ». Les répétitions de plus ou moins, puis du pronom indéfini certain,
appuie sur l'idée de proportion qu'on retrouve dans chaque gouvernement. Partout, les peines encourues sont en proportion du crime commis. Alors on peut remarquer la subtilité de la construction syntaxique de Montesquieu qui permet d'opérer un jeu d'équivalence, en fait. La métonymie, l'imagination, renvoie à la faculté de raisonner. Et l'expression verbale se plier d'elle-même insiste sur le caractère rationnel et naturel de toute soumission à la loi. Je parle ici de la phrase « L'imagination se plie d'elle-même aux mœurs du pays où l'on vit ». Donc, pour peu qu'elle soit graduée plutôt, la loi est acceptée. Husbeck enchaîne avec 2 exemples qui vont dans le sens d'une relativité des lois et de leur acceptation. On retrouve ainsi un comparatif d'égalité. Cela frappe autant l'esprit d'un Européen que la perte d'un bras. On remarque que d'un côté, la peine s'applique à l'âme chez les Européens, alors que dans l'autre, elle s'en prend seulement au corps. 2 façons de punir. L'un par le supplice, l'autre par la loi. Le deuxième exemple, quant à lui, est au conditionnel présent. Je cite, « Le désespoir de l'infamie vient désoler un Français condamné à une peine qui n'ôterait pas un quart d'heure de sommeil à un Turc. » Cette fois, la comparaison est faite entre un Français et un Turc, et elle prend d'autant plus de force qu'Husbeck connaît désormais les 2 cultures. Il montre donc que la façon de recevoir une peine n'est pas la même selon les valeurs du pays. Un Français serait bouleversé quand un Turc dormirait sur ses 2 oreilles. Ainsi donc, les lois sont relatives, ainsi que leur acceptation. Avant de donner un ultime argument qui vise à discréditer ce qu'il convient d'appeler en fait l'absolutisme, ou aujourd'hui le totalitarisme, eh bien Montesquieu répète son premier argument à travers une comparaison à valeur illustrative. C'est le dernier mouvement du texte qui s'étend des lignes 19 à 22, ou bien plutôt le dernier paragraphe. Il répète que le respect des lois ne dépend pas de la sévérité que la justice et l'État mettent pour les faire appliquer. Alors la locution adverbiale « d'ailleurs » en début de paragraphe permet d'ajouter un complément aux propos déjà tenus. Il sort de l'hypothèse pour s'appuyer sur une observation. La négation totale « je ne vois pas que » qui est répétée en anaphore est intéressante car elle déplace l'objet de la négation en fait. Au lieu de porter sur la réalité qu'il serait offensant de nier, elle porte sur l'action de voir. Je ne vois pas. Il n'empêche que, par prétérition, Husbeck dit en fait que la justice ne règne pas plus en Orient et que des crimes y sont commis. Donc cette négation dont la portée est déplacée sur un autre élément est une façon d'atténuer la dimension critique du propos d'Husbeck. Montesquieu oppose donc dans un même énoncé 2 énumérations de pays. L'une de pays orientaux, en Turquie, en Perse, chez le Moghol, et l'autre de pays occidentaux, des républiques de préférence, qui est le régime dont Montesquieu s'inspire, et donc les républiques de Hollande, de Venise, et en Angleterre, qui n'est pas une république par ailleurs. Alors, on retrouve dans ce dernier paragraphe le même principe de comparaison avec les adverbes mieux et moins, ainsi que le comparatif de supériorité plus soumis aux lois qui tourne à chaque fois au désavantage des régimes absolus. Le paradoxe d'une absence d'effet que peut avoir une justice sévère est mis en valeur par l'antithèse entre les 2 comparatifs en fin de proposition, entre moins de crimes et plus soumis aux lois. Il y a ainsi un décalage entre les moyens déployés et l'effet, qui est que, quoi qu'il arrive, la population n'est pas plus soumise.
Le décalage est d'ailleurs appuyé par l'hyperbole « la grandeur des châtiments ». L'adjectif, cette supposée grandeur, plutôt s'avère n'avoir que des petits effets. Alors, nous avons terminé avec cet extrait. Nous pouvons simplement dire que ensuite, si on considère la suite de la lettre, eh bien, Montesquieu évoque un troisième argument, qui est le suivant: il y a plus d'injustice là où la force règne. Ainsi donc, son raisonnement va crescendo dans la portée des arguments énoncés.